En Israël, il y a un outil vraiment puissant pour protéger le patrimoine d'une famille, mais qui est souvent, assez mal compris. On parle de la société familiale. Alors, on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne et surtout pourquoi ça pourrait bien être la pièce maîtresse de votre stratégie financière. C'est la grande question que tout le monde se pose, non? Comment on fait pour protéger son patrimoine et surtout pour le faire grandir? Eh bien, en Israël, il y a une réponse qui sort vraiment du lot par son efficacité. C'est une structure juridique et fiscale assez unique en son genre. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, la base de la base, c'est de bien définir ce que c'est exactement une société familiale. Alors là, attention, oubliez un peu tout ce que vous connaissez sur l'impôt sur les sociétés classiques. Avec une société familiale, ou Revra Mishpatit en hébreu, l'entreprise elle-même, elle ne paie pas d'impôt sur ses bénéfices. Non. En fait, tous les revenus sont attribués, fiscalement parlant, à une seule personne, le représentant familial. C'est donc cette personne qui va être imposée à titre personnel. Et vous allez voir, c'est ce mécanisme-là qui change absolument toute la donne. Bon, évidemment, un avantage pareil, ça ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. Il y a des conditions et elles sont très précises. Il faut les respecter à la lettre pour y avoir droit. Alors, regardons ça de plus près. Le processus en soi, il est assez simple. Il se fait en deux temps. Mais, et c'est un grand mais, attention au timing. D'abord, on crée la société, classiquement. Ensuite, et c'est là que ça se joue, on a une toute petite fenêtre de 3 mois, seulement 3 mois, pour la déclarer comme société familiale auprès du fisc. C'est un délai de rigueur, hein. Si on le rate, c'est terminé, on passe à côté de tous les avantages. Il y a 2 règles d'or vraiment incontournables. La première, tous les actionnaires, sans exception, doivent être des parents proches. C'est la base, ce n'est pas négociable. La deuxième règle, un des membres de la famille, celui qu'on va désigner comme représentant fiscal, doit absolument détenir la majorité des parts de la société. C'est vraiment sur cette personne que va reposer toute la charge fiscale de l'entreprise. Allez, on arrive à la partie la plus intéressante, celle qui motive tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on choisirait cette structure? Parce que franchement, les avantages financiers peuvent être énormes. Ok, premier gros avantage. Dans une société classique, l'entreprise paye un impôt sur ses bénéfices, un taux fixe, simple. Mais ici, avec la société familiale, l'impôt va dépendre du taux d'imposition personnel du représentant. Pour que ce soit plus clair, imaginez que l'impôt sur les sociétés soit à 23%, mais le taux marginal de votre représentant, lui, n'est que de 15%. Vous voyez le truc? L'économie, elle est directe et elle est vraiment significative. Et ce n'est pas fini. Le deuxième avantage, il est tout aussi puissant. Les dividendes. Normalement, quand une société verse des dividendes, les actionnaires sont imposés dessus. Eh bien là, non. Les dividendes versés aux membres de la famille sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. On évite la double taxation. C'est un atout absolument majeur quand il s'agit de distribuer les profits. Bon, jusqu'ici, ça a l'air parfait, n'est-ce pas? Mais avant de foncer tête baissée, il faut être réaliste et regarder l'autre côté de la pièce. Parce que oui, le modèle a des avantages fiscaux incroyables, mais il peut aussi devenir une source de tension humaine. Et comprendre ces risques, c'est vraiment essentiel. Le danger numéro 1, il est là, noir sur blanc, les conflits entre les membres de la famille qui sont actionnaires. C'est inévitable. Quand on mélange l'argent et les liens du sang, des décisions qui paraissent purement business, comme la stratégie à adopter ou comment distribuer les bénéfices, peuvent très vite, très vite, transformer le repas de famille du dimanche en véritable champ de bataille. Concrètement, les zones de friction, c'est souvent les mêmes. Qui dirige? Qui prend les décisions importantes? Qu'est-ce qu'on fait des bénéfices? On réinvestit ou on distribue? Et la question de fond, la plus importante peut-être, comment on s'assure que cette structure protège bien l'avenir financier de tous les membres de la famille qui sont impliqués? Heureusement, tout ça, ça se gère. Ces défis, on peut les surmonter avec un peu de préparation. Alors justement, voyons quelques conseils pratiques, quelques stratégies pour que ça se passe bien et que la gestion soit un succès. La règle numéro 1, la plus importante pour éviter les catastrophes, elle est simple. Ne jamais, au grand jamais, faire ça tout seul. Essayer de naviguer dans cette complexité sans un expert comptable, sans un conseiller fiscal, c'est la recette garantie pour le désastre. Ce sont ces professionnels qui vont optimiser la structure et surtout qui vont aider à mettre en place des règles pour anticiper et désamorcer les conflits. Alors là, petite note spéciale pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, parce que pour eux, il y a un combo fiscal qui est, extrêmement puissant. Ils bénéficient déjà d'une exonération d'impôts pendant 10 ans sur leurs revenus qui viennent de l'étranger. Si on combine ça avec la structure de société familiale, on atteint un niveau d'optimisation fiscale qui est juste exceptionnel.
Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une version de cette structure pour les entrepreneurs qui sont seuls. C'est la société familiale unipersonnelle. C'est un peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a la protection juridique d'une vraie société et de l'autre, les avantages fiscaux de l'imposition personnelle. Et c'est là que cette option unipersonnelle révèle un autre de ses super-pouvoirs. Imaginez que l'entreprise, au début, perd de l'argent. Dans une société classique, ces pertes restent prisonnières de la société. Mais ici, non. L'entrepreneur peut utiliser ces pertes pour venir réduire l'impôt qu'il paie sur ses autres revenus personnels, par exemple un salaire, des revenus locatifs. C'est une flexibilité qui est juste énorme. Donc au final, la question est assez directe. Est-ce que l'héritage familial sera une fondation solide pour construire l'avenir ou une véritable poudrière prête à exploser? La réponse, en fait, elle ne dépend pas de la chance. Elle dépend d'une seule et unique chose, une planification rigoureuse et bien pensée. C'est ça et uniquement ça qui fera toute la différence.